Regardez bien cette image. Nous sommes 12 minutes après le décollage de Crew Dragon 2, à bord de laquelle se trouve Thomas Pesquet. C'est le moment où le deuxième étage de SpaceX se sépare de la cabine. Tout est nominal, sauf que, regardez bien sur l'écran, on a vu passer un objet. Vous l'avez vu? Bon, alors, regardez bien l'image arrêtée. Vous voyez ce gros point noir qui est là et qui va traverser l'écran. S'agit-il d'un astéroïde? Non. S'agit-il d'un débris spatial? Alors, pour en être sûr, on s'est adressé au spécialiste Christophe Bonal du CNES. Alors, Christophe, s'agit-il vraiment d'un débris? Ce qu'on voit traverser la vidéo à travers l'image, non, c'est pas un débris, en sens que ça a la même vitesse relative que l'objet. Donc, c'est forcément que ça venait, proprement dit, de la capsule ou de l'étage. Hein, donc, ça vient d'être généré, c'est pas quelque chose qui venait d'ailleurs. Maintenant, c'est un débris. Bon, d'accord, c'était pas un débris. Mais, Christophe, il y a bien eu une alerte durant le vol de Thomas Pesquet. Quelques heures plus tard, il semblerait qu'il y ait eu une alerte. On n'a pas vraiment eu d'informations là-dessus, on n'a rien trouvé de vraiment très sérieux, mais on a eu la copie des messages envoyés par la contrôleuse de vol de SpaceX qui disait on a une alerte quand même, on a un risque, veuillez mettre vos scaphandres et puis attendre un peu. Et puis un petit peu après, elle a dit bon, c'est bon, l'alerte est passée, vous pouvez les retirer. C'est deux trucs différents. Hein. Et à la limite, c'est pas surprenant hein, d'avoir ce genre d'événement. Hein. Bon, ça surprend quand ça arrive juste après le lancement. Mais par exemple, c'était arrivé sur Sentinel-1, un satellite de l'ESA qui avait été touché juste après le lancement. Hein. Donc, oui, c'est un risque qui est tout à fait non nul et qui, évidemment, augmente, malheureusement. Donc, vous l'avez compris, la menace est sérieuse. Bon, il faut dire que depuis le lancement du premier satellite artificiel, Sputnik 1, le 4 octobre 1957, c'est environ à peu près 34 000 objets de plus de 10 cm qui ont été expédiés là-haut dans l'espace. Ça va, on trouve de tout. Il y a des sondes, des boulons, même des outils oubliés, des isolants thermiques, et puis des gros morceaux, des deuxièmes étages de fusées, et puis aussi des satellites devenus inertes. Allez, pour fixer les choses, sur ces 34 000 objets, on compte 3 400 satellites actifs, et ce nombre ne va faire qu'augmenter très rapidement dans les prochaines années avec nouvelles races de satellites qui vont proliférer, les tout petits satellites que l'on appelle les CubeSats, et puis les constellations de satellites. Qu'est-ce qu'on fait des méga-constellations? Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter les méga-constellations? Qu'est-ce qu'on fait avec les CubeSats et les petits satellites, les micros, les nanosatellites qu'on lance par centaines et qui n'ont pas de propulsion, qui ne sont pas capables d'éviter des collisions? Et donc ça c'est vraiment toute la réglementation internationale où on travaille vraiment main dans la main. De l'autre côté également, les objets qui sont déjà en orbite ont tendance à se rencontrer et à faire des petits. Et donc il y a une régénération de débris par les objets qui sont déjà au-dessus de notre tête. Mais pour être complet, si l'on ajoute les tout petits objets, c'est-à-dire de la taille du millimètre, par exemple des éclats de peinture, mais oui, ça existe, c'est 130 millions de débris qui forment un véritable nuage, un halo autour de la planète Terre. Ça représente une même bagatelle de 8800 tonnes, et ce, essentiellement entre 0 et 2000 km. Bon, c'est vrai, certes, l'espace est grand, il y a de la place, et puis il y a aussi, n'oublions pas, l'auto-nettoyage de l'atmosphère, et qui fait bien que chaque jour, un objet de 10 cm brûle en rentrant dans l'atmosphère, qui fait que chaque semaine, c'est un étage de fusée ou un satellite qui rentre et brûle dans l'atmosphère. Alors, d'accord, il y a déjà eu, vous savez, des collisions entre des satellites et des objets, le pare-brise de la navette, il y a eu des impacts sur des panneaux solaires de satellites, d'accord. Mais il y a aussi les hommes. Alors, les hommes dans leur capsule,
les hommes à bord de l'ISS, mais surtout, là où ils sont le plus vulnérables, les hommes, c'est revêtus de leur scaphandre lorsqu'ils font des sorties dans l'espace. Eh bien, ce risque est pris en compte maintenant dans la formation, l'entraînement des astronautes. Je dirais que c'est quelque chose dont on doit avoir conscience. Je dirais que même c'est une vraie problématique à prendre en compte, notamment pour les vols non habités et les nouvelles constellations de satellites. Dans le pire des scénarios envisagés, si la fuite d'air est trop importante, il faut se rendre de suite dans le véhicule de secours. Mais dans un scénario plus réaliste, il faut d'abord repérer d'où vient la fuite, puis fermer un à un les sas. Il s'agit en fait d'isoler le module d'où provient la fuite, et donc fermer les sas pour l'isoler. Bien sûr, il faut pouvoir se réserver un chemin pour se rendre au véhicule de secours. C'est à cela que l'on s'entraîne. Mais les agences et puis surtout les industriels ont bien pris conscience de ce risque. Et surtout, ils ont vu, il faut le dire, qu'il y avait un marché. Et là, on a vu fleurir pas mal d'idées, certaines qui nous font sourire. Alors, on va essayer de classer les choses. La première idée, c'est d'abord de faire changer d'orbite le satellite pour éviter la collision. Alors, première méthode, un remorqueur spatial, qu'on appelle en argot un TOG, va s'approcher du satellite en dérive et va par exemple lui fixer un moteur, allumer le moteur et le faire changer de trajectoire. On peut également, toujours ce remorqueur, s'approcher du satellite et déposer une voile solaire qui va se déplier et la pression des rayonnements solaires sur cette voile va modifier la trajectoire du satellite et éviter ainsi la collision. La deuxième méthode va constituer, disons, à précipiter le satellite dans les hautes couches de l'atmosphère où il va brûler. Et là, pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première des méthodes, c'est de s'en approcher et, avec un bras manipulateur, de l'agripper et de le précipiter dans l'atmosphère. La deuxième méthode, c'est avec un harpon, d'aller en quelque sorte à la pêche à la ligne et d'aller le tirer pour le précipiter dans l'atmosphère. La troisième méthode, qui nous fait sourire, qui est peut-être la plus simple, c'est de jeter une espèce de gros filet métallique, de l'empacter, d'allumer le moteur, et le remorqueur et le satellite vont brûler en rentrant dans l'atmosphère. Et puis il y a un projet extrêmement astucieux, qui consiste à modifier l'atmosphère autour du satellite de façon à déclencher un freinage naturel. C'est le programme Space Blower. De quoi s'agit-il? On va utiliser une micro-fusée, pas plus grande que 10 mètres. On la fixe sous le ventre, vous voyez, d'un triréacteur qui va monter à peu près à 8-10 km d'altitude. Là, il va larguer la fusée, on va allumer le moteur de la fusée, et la fusée va propulser l'ensemble avec le chasseur à peu près à 800 km d'altitude. Là, arrivé en vue du satellite, acquisition par un radar de la cible, il va s'en approcher et va éjecter devant le satellite des particules qui vont modifier donc la composition de l'atmosphère et de fait, le satellite va subir un coup de frein par une atmosphère beaucoup plus dense et donc il va être freiné et il va être précipité et brûlé dans l'atmosphère. Voilà donc l'ensemble des techniques qui sont actuellement, qui phosphorent. Certaines ont même été testées en orbite. Mais la grande question, mon cher Christophe Bonal, c'est qui va payer la note? Parce que tout de même, ça coûte cher. Naturellement, combien ça coûte? Et ça, le combien ça coûte, c'est cher. Et c'est-à-dire, une figure typique, ça coûte plus cher d'aller chercher un objet dans l'espace que ça n'avait coûté pour le mettre. On se rend compte qu'il y a une très forte synergie entre les activités consistant à aller chercher des objets comme ça, et plus généralement les activités de servicing dans l'espace. In-orbit servicing, c'est la camionnette Darty. Et ça, on commence à le voir. Par exemple, il y a 2 satellites de servicing qui s'appellent MEV1 et MEV2 qui sont allés en orbite géostationnaire
récupéré un satellite qui était en panne, qui n'était pas bien, donc ils sont accrochés dessus, ils l'ont remis dans la circulation, le satellite marche très bien maintenant et a donc une extension de vie pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans, je crois, et à l'issue de laquelle le MEV va évidemment le remonter sur son orbite cimetière. Donc ça c'est très prometteur. Reste, vous l'avez bien compris que le mal est fait, et dans l'attente, j'oserais dire, d'une législation internationale qu'il faudrait que les grandes nations se mettent d'accord sur la gestion de l'espace, avec la création peut-être d'un service, eh oui, d'éboueurs de l'espace, eh bien qu'il va être très, très difficile de revenir en arrière.